On croyait encore naïvement que la Fashion Week servait à présenter des vêtements printemps-été 2026 à Milan, et elle a prouvé exactement l'inverse. Ici, les robes et les tailleurs n'étaient que des figurants, des accessoires secondaires dans une mise en scène plus vaste, celle d'un cinéma parallèle, où les créateurs se sont pris pour des réalisateurs, les mannequins pour des acteurs et les podiums pour des plateaux de tournage. Ce n'était pas une semaine de mode, mais une salle obscure grandeur nature. Tout a commencé avec Gucci. Pas de défilé, pas de podium. Demna, fraîchement débarquée, à la tête de la maison, a choisi d'ouvrir sa nouvelle ère par un court-métrage satirique baptisé The Tiger, où Demi Moore joue Barbara Gucci, parodique, au milieu d'une famille italienne stéréotypée. Le public a applaudi. Non pas une collection, mais un scénario. Le défilé est devenu projection. Et Milan, festival. Versace a enchaîné en reprenant la caméra de Pasolini. Décor, une demeure bourgeoise milanaise imparfaite, digne de Théorema. Silhouette sexy, provocante, mais pensée comme des personnages. Dario Vitale, nouveau maître du jeu, n'a pas seulement présenté ses vêtements, il a déroulé une intrigue cinématographique où chaque robe devenait une scène, chaque bouton un cliffhanger. Et Diesel, Glenn Martin a transformé Milan en chasse au trésor futuriste. 55 silhouettes enfermées dans des capsules transparentes disséminées dans la ville, comme autant d'œufs à découvrir grâce à un QR code. Une performance interactive plus proche de la série dystopique que du catwalk traditionnel. Là encore, la mode a cédé le pas à une expérimentation narrative. Dans ce contexte, même Bottega Veneta a semblé jouer le documentaire, et Armani son ultime générique de fin. Le fil rouge est limpide. Cette Fashion Week n'était pas un concours de tendance, mais une bataille de scénarios. Chaque maison a voulu écrire son film, brouillant la frontière entre couture et cinéma, entre mode et mise en scène. Alors oubliez les récapitulatifs couleurs, tissus et coupes. Aujourd'hui, on va parler de Milan comme d'Hollywood, parce que la vraie tendance Fashion Week 2026, ce n'est pas la lingerie apparente ou le tailoring gris, mais la cinématisation totale de la mode. Et croyez-moi, ça vaut bien un ticket de cinéma. Cappuccino compris. Allez, c'est parti. Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. La plupart des maisons aiment la métaphore. Elles se disent architectes du vêtement, poètes de la coupe, parfois même alchimistes du tissu. Mais cette saison, Gucci a décidé d'aller beaucoup plus loin. Demna n'a pas voulu être styliste, il a voulu être réalisateur. Pas de podium, pas de catwalk, pas de mannequin aligné dans une chorégraphie réglée au millimètre. Non. Gucci a présenté un film. Et rien que ça, c'est un geste révolutionnaire, ou blasphématoire, selon qu'on se place dans le rang des puristes de la mode ou du côté de ceux qui en ont marre de voir des défilés les mêmes robes, sous les mêmes spots. Le film en question s'intitule The Tiger. Pas une énième campagne publicitaire déguisée, mais un vrai court-métrage réalisé par Spike Jonze et Alina Rein. On y retrouve Demi Moore, campant une Barbara Gucci fictive, caricature d'icône mondaine italienne entourée de sa famille dysfonctionnelle. Ajoutez un décor théâtral, des dialogues ciselés, une dose d'humour grinçant et vous obtenez une sorte de soap-opéra satirique revisité par un auteur indé. Milan a retenu son souffle. Fallait-il encore appeler ça un défilé ou fallait-il acheter un billet de cinéma? Ce choix dit tout du pari de Demna. Après avoir quitté Balenciaga dans un nuage de polémiques, il arrive chez Gucci avec une réputation provocateur, cynique, obsédé par la manière dont la mode se frotte à la société de consommation. Plutôt que de rassurer, il a décidé de secouer. Son premier geste officiel est donc un pied au nez des conventions. Pas de vêtements à commenter, mais une projection de 30 minutes. Le message est limpide. Si vous voulez juger Demna sur ses ourlets et ses sacs, vous allez devoir attendre. En attendant, il préfère qu'on discute de son univers, de ses idées, de sa capacité à transformer la maison Gucci en laboratoire narratif.
Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'une maison flirte avec le cinéma. On se souvient des courts-métrages de Chanel, des capsules Dior filmées comme des clips musicaux. Mais ce qui distingue The Tiger, c'est le courage du remplacement. Là où les autres marques utilisent les films comme une extension marketing, Demna en a fait le centre de gravité. Il n'y a rien d'autre, c'est le défilé lui-même, réinventé en projection. Un geste radical qui place Gucci dans une nouvelle temporalité. La maison ne veut plus seulement défiler 2 fois par an, elle veut raconter des histoires qui s'écoutent, se regardent, se discutent comme des films. Et ça fonctionne parce que The Tiger n'est pas une pub déguisée, c'est une satire. Le personnage de Barbara Gucci incarne à elle seule la dérive des dynasties de luxe italiennes, l'obsession du paraître, l'hystérie familiale, le ridicule d'un certain glamour devenu caricature de lui-même. Demna ne se contente pas de produire des vêtements, il met en scène le mythe Gucci pour mieux le dynamiter. On n'est plus dans la célébration du patrimoine, on est dans le démontage en règle du storytelling qui a porté la maison jusqu'ici. Et paradoxalement, c'est peut-être la meilleure façon de lui redonner un souffle. La presse traditionnelle a d'ailleurs hésité. Comment couvrir une collection sans vêtements? Certains médias ont résumé le film en se réfugiant derrière les apparitions de stars au dîner qui suivait. Gwyneth Paltrow, Serena Williams, Demi Moore, évidemment. Mais en procédant ainsi, ils ont raté l'essentiel. Gucci a déplacé le terrain de jeu. La maison dit désormais aux journalistes, si vous voulez couvrir nos défilés, vous devez adopter un regard critique, non pas sur un lookbook, mais sur une narration. Vous devez analyser les archétypes, les symboles, les dialogues. Autrement dit, Gucci oblige la presse mode à se comporter comme une critique cinéma. Et si c'était là le vrai geste subversif de Demna? Non pas seulement de lancer une nouvelle silhouette, mais de forcer tout un écosystème, journalistes, influenceurs, acheteurs, à se positionner sur un autre registre. La mode, pour lui, n'est plus un objet, mais une mise en scène. Ce qu'on achète, ce n'est pas une robe, c'est une scène de film portable, un morceau d'histoire à enfiler. Reste une question, est-ce que ça marche commercialement? Parce que le public mode adore les concepts, mais il faut aussi vendre des sacs. C'est là que le second geste de Demna prend tout son sens. Le lookbook La Famiglia. Une série de silhouettes shootées en parallèle reprenant les archétypes italiens les plus clichés. La bourgeoise milanaise engoncée, la glamoureuse provinciale, le patriarche austère. De quoi alimenter Instagram, rassurer les acheteurs, rappeler que oui, Gucci continue de produire des vêtements. Mais ces vêtements, eux aussi, sont déjà des personnages, pas de silhouette anonyme. Chaque look est une caricature vivante, prête à entrer dans un scénario. C'est peut-être ça l'avenir de Gucci sous Demna, devenir un studio à la croisée du cinéma et de la mode. Chaque collection comme une saison de série, chaque look comme un personnage, chaque campagne comme un spin-off. Ce qui semblait une provocation à Milan pourrait devenir un modèle de demain, dans un monde où la narration compte autant que le produit. Et là, Gucci se place en pionnier. Alors fallait-il aimer The Tiger? Pas forcément. Mais fallait-il le prendre au sérieux? Absolument. Parce que dans un calendrier saturé de défilés interchangeables, Gucci a prouvé qu'il était encore possible de surprendre. En remplaçant le podium par l'écran, la maison a transformé la Fashion Week en festival de cinéma. Et que ça plaise ou non, tout le monde en a parlé. Mission accomplie. Toujours deux façons d'hériter d'une maison mythique. La première, se figer dans l'ADN comme un archiviste scolaire, répéter les codes comme des psaumes et espérer que la nostalgie suffira à vendre des sacs. La seconde, plonger les mains dans les tripes du mythe, choisir les morceaux qui vous obsèdent, les recracher avec une voix nouvelle et accepter de déplaire. Diaro Vitale a choisi le deuxième. Et heureusement, parce qu'on n'avait pas besoin d'un photocopieur supplémentaire dans une maison qui a déjà survécu à toutes les déclinaisons de la Méduse. Vitale n'a pas invoqué Donatella, comme beaucoup s'y attendaient. Il a convoqué Gianni, pas Gianni le logo, pas Gianni le glamour Versace de surface, mais Gianni le narrateur, celui qui savait que la mode est toujours un scénario, un corps, une attitude, une provocation. Et pour le mettre en scène, Vitale a puisé son inspiration non pas dans les bibliothèques de Via Gesù, mais dans un autre monument italien, Pasolini. Oui, Versace a fait défiler Pasolini. Pasolini remixé en talons aiguilles, bien sûr, mais Pasolini quand même. Le décor déjà disait tout. La pinacothèque ambrosienne transformée en villa bourgeoise imparfaite. Pas de podium léché, mais une série de scènes mal rangées. Avec lit défait, coiffeuse encombrée, salle à manger où le cristal n'a pas été repassé. On aurait dit les restes d'une fête interrompue. Le tout évoquait directement un théorème de Pasolini. Ce film où un mystérieux étranger désorganise la vie réglée d'une famille italienne bien sous tout rapport.
Ici, l'étranger, c'était Vitale lui-même. Débarqué chez Versace, il venait troubler l'ordre établi et injecter du désir, du désordre dans une maison parfois corsetée par son propre culte. Les silhouettes, un hommage assumé aux années 80-90, mais passé au filtre d'une sensualité crue. Jean taille haute déboutonnée, robe de nu maintenue par un seul bouton, brassière bijoux en strass qui n'avaient pas peur de ressembler à des chaînes de soirée. Et surtout, ces power shoulders énormes, patchwork de cuir, qui criaient Gianni à chaque couture. Mais attention, ce n'était pas du vintage repompé, c'était de la mémoire réinterprétée. Comme si Vitale avait ouvert la garde-robe de sa mère dans les années 90, en avait extrait les souvenirs et les avait remontés en couture. Il a d'ailleurs avoué que sa principale inspiration venait de ses propres souvenirs d'enfance face aux tenues de sa mère, preuve que l'héritage Versace n'est pas seulement dans les archives, mais dans la mémoire collective italienne. Le casting lui aussi racontait un film, pas une armée de clones longilignes, mais une série de personnages ici, une silhouette rappelant vampe exubérante des soap-opéras, là, look mannequin masculin-féminin, rappelant l'iconographie queer underground des années 90. On était dans une dramaturgie. Chaque modèle ressemblait à un rôle, à un arc narratif. Versace redevenait théâtre et le public était invité à regarder la pièce plutôt qu'à cocher des tendances. La presse a parlé de sexy, comme si ça suffisait. Mais réduire ce défilé à une nouvelle vague de nudité chic, c'est rater le sous-texte. Ce que Vitale a fait, c'est proposer une autre définition du glamour. Pas le glamour photoshopé, pas le glamour d'Instagram, un glamour imparfait, un glamour où le lit est défait, où les boutons tiennent à peine, où la robe menace de glisser. C'est une esthétique du presque, du fragile, du moment qui bascule. Un glamour qui ne rassure pas, mais qui excite parce qu'il est instable. Et c'est ça qu'on retrouve dans Pasolini, dans Théorème. La famille bourgeoise s'effondre au contact du désir au point de ne plus savoir qui elle est. Chez Vitale, c'est pareil. Le défilé Versace montre une famille de looks impeccablement imparfaits, menacée par le désir qui coule entre les coutures. Le spectateur n'assiste pas à une démonstration de savoir-faire, mais à une perturbation. Et dans une industrie obsédée par la perfection millimétrée, ce geste est subversif. La réception, enthousiaste, mais nerveuse. On sentait que les critiques voulaient applaudir, mais qu'ils ne savaient pas encore sur quel ton. Les comparaisons avec Alessandro Michel, à ses débuts chez Gucci, sont revenues. Même audace, même volonté de tout renverser d'un coup. Mais ce parallèle est trompeur. Michel travaillait sur l'accumulation baroque. Vitale travaille sur le dénuement sensuel. Michel disait « Regardez tout ce que je peux ajouter ». Vitale dit « Regardez ce que je peux enlever sans que ça tombe ». Deux révolutions, mais pas le même langage. Et puis, il y avait ce contexte industriel. On oublie souvent que Versace appartient désormais au groupe Prada. Un détail ? Pas du tout. C'est la première fois que la maison défile sans Donatella à la barre. L'absence de la grande prêtresse blonde a été ressentie comme un vide, mais aussi comme une libération. Vitale ne joue pas dans l'ombre d'une icône, il joue avec l'héritage de Gianni directement. Et en cela, il repositionne Versace non plus comme un empire familial, mais comme une scène ouverte où l'histoire peut être réécrite. On pourrait croire que cette réinvention ne concerne que les podiums, mais non. C'est un repositionnement culturel. Vitale offre aux nouvelles générations un Versace qui parle de désir comme expérience, pas comme produit. Ce n'est pas le sexe en soi, c'est la mémoire du sexe, disait-il. Traduction, le vêtement ne vend pas une image, il vend une sensation différée. Un lendemain de fête, un parfum qui traîne. Et ça, c'est radicalement contemporain, parce qu'on vit dans une époque où l'expérience prime sur l'objet. Alors fallait-il aimer Versace ? Là encore, peu importe. Ce n'était pas une collection à aimer, c'était une pièce de théâtre à recevoir. Comme dans les films de Pasolini, il n'y avait pas de résolution, pas de conclusion confortable, juste un dérangement. Et si c'est ça la nouvelle identité de Versace, alors on peut dire que Vitale a réussi son entrée. Il n'a pas cherché à plaire, il a cherché à troubler. Et dans une industrie saturée d'images parfaites, troubler, c'est peut-être la seule vraie façon d'être moderne. In the shadows where hunger calls, every craving hits, we break down the walls. Days of waiting, skies running dry. Now the table's set, and we're flying high. Flames ignite, we can't resist. This feast is the only thing on our list. Under neon glow, we come alive. Flavors hit deep, yeah, we thrive. First taste, electric, a spark in the night. Every bite hits, every note's just right.
to hide in this moment. We're free to be tasting the heat, living the spree. Il y a des maisons qui dressent des podiums, et puis il y a Diesel. Glenn Martens, fidèle à sa réputation de perturbateur professionnel, a décidé qu'un catwalk, c'était trop petit, trop fermé, trop excluant. Alors il a pris la ville entière et il en a fait son plateau. Pas une métaphore, Milan. Ses rues, ses places, ses passants distraits sont devenus des figurants d'un défilé hors norme. Bienvenue dans la mode chasse au trésor. Édition printemps-été 2026. Le principe était simple, mais génialement absurde. 55 silhouettes enfermées dans des capsules transparentes en forme d'œuf disséminées un peu partout dans Milan. Chaque capsule contenait un mannequin figé dans un look diesel, une sorte de poupée vivante exposée comme une œuvre d'art sous cloche. Pour les découvrir, il fallait scanner un QR code, suivre une carte, arpenter la ville comme si on traquait des Pokémon rares. Résultat, des badauds qui se retrouvent à photographier des mannequins œufs entre deux gelatis. Des fashion insiders courant dans les rues pour compléter la collection comme des gamins en pleine chasse au panini. Ce n'était pas un défilé, c'était un jeu grandeur nature. Martins a compris une chose que beaucoup refusent d'admettre. La génération qui consomme la mode aujourd'hui n'a pas envie de s'asseoir sur un banc doré pendant 20 minutes pour regarder défiler des inconnus. Elle veut participer, documenter, partager. Elle veut être actrice, pas spectatrice. Diesel a donc offert exactement ça. Un défilé que vous devriez mériter. Une mode que vous deviez chercher, comme un secret à débloquer. Et quelle ironie délicieuse, Diesel, marque historiquement associée au mass market du jean, est celle qui démocratise le plus le rituel élitiste du défilé. Plus de front row réservés aux célébrités, plus de badges VIP. À Milan, les passants du dimanche ont eu le même accès que les rédactrices en chef de Vogue. Le QR code ne discriminait pas. Il suffisait d'un smartphone. On peut appeler ça du marketing malin. On peut aussi appeler ça une claque à tout un système d'exclusivité soigneusement entretenu par les maisons de luxe. Contenu, lui, reste fidèle à l'univers Martins, du Denain, bien sûr, retravaillé à l'extrême, effiloché, déconstruit, hybridé avec du sportswear futuriste, des silhouettes qui ressemblaient à des survivants stylés d'un monde post-apocalyptique. On pouvait y voir des combinaisons en patchwork, des manteaux translucides, des pantalons lacérés qui ressemblaient sortis d'une rave interdite, dans un bunker soviétique. Bref, du diesel pur jus, mais mis en scène comme un parc d'attractions dystopique. La presse, un peu déboussolée, attendait de commenter. Certains y ont vu une révolution inclusive. Enfin, un défilé ouvert, accessible, participatif. D'autres ont levé les yeux au ciel. Trop de gadgets, trop de TikTok, pas assez de couture. Mais c'est précisément ce clivage qui fait la force du projet. Diesel n'essaie pas de plaire à tout le monde. Diesel essaie de parler à ceux qui trouvent les défilés traditionnels poussiéreux. Et soyons honnêtes, ce public-là est plus nombreux que les front row ne veulent l'admettre. Martins a même réussi à jouer avec la temporalité. Au lieu du direct figé d'un show classique où tout est consommé en 20 minutes, son dispositif a étalé l'expérience sur des heures, voire des jours. Les silhouettes enfermées dans leurs œufs attendaient patiemment d'être découvertes. Le défilé est devenu non pas un moment, mais une durée, une exploration. À l'heure où tout se vit en snack content, de 15 secondes, Diesel a inventé le binge-watching IRL, une série de looks que vous deviez collecter un par un dans un scénario urbain. Et au-delà du coup marketing, il y avait un geste politique. Diesel posait une question simple: qui a le droit de voir la mode? Depuis toujours, la réponse était une élite. Glenn Martins a répondu: tout le monde. Non pas un discours inclusif, mais un dispositif concret. Un défilé dans les rues gratuit, ouvert, sans dress code, sans liste d'invités, une sorte de démocratisation sauvage, où le citoyen lambda croise la rédactrice mode et où les deux doivent tendre leur téléphone pour débloquer le même QR code. Ce qui est fascinant, c'est que ce projet résonne avec la ville elle-même. Milan est une métropole qui vit pour sa mode, mais qui est souvent exclue. Les habitants voient les files d'attente, les limousines, les tapis rouges, sans jamais entrer. Diesel a renversé la logique. Milan n'a pas accueilli la Fashion Week. Milan était la Fashion Week. Chaque rue est devenue podium, chaque place un décor, chaque passant un figurant. La ville au sens propre a défilé. Alors oui, on peut ironiser. Martins a fait du Pokémon Go version de nain, mais ce serait ignorer la portée culturelle, parce qu'en un geste, il a déplacé la définition même du défilé. Ce n'est plus un show, c'est une expérience collective. Ce n'est
n'est plus une chorégraphie réservée à une poignée d'invités, c'est une chasse au trésor offerte à tous. Et dans une époque où l'attention se gagne à coups d'événements viraux, Diesel a frappé juste. Pendant plusieurs jours, tout Milan n'a parlé que de ses œufs. Mission virale accomplie. Le vrai paradoxe, derrière l'apparente frivolité, Diesel a peut-être signé l'une des critiques les plus sévères du système. En enfermant ses mannequins dans des capsules transparentes, Martins a mis en scène la condition même de la mode contemporaine. Décors exposés, figés, réduits à des images de consommation que l'on admire à travers une vitre avant de passer au suivant. Un musée de la vanité moderne, livré en libre service. L'autodérision est violente, mais elle est efficace. À la fin, on ne sait plus si on a vu un défilé ou une performance artistique. Et c'est probablement la meilleure conclusion. Diesel a brouillé les genres, transformant la Fashion Week en happening urbain, la mode en installation, les vêtements en objet de quête. À Milan, Glenn Martins a rappelé que le futur du défilé n'était peut-être pas un podium, mais un jeu, et que dans ce jeu, tout le monde pouvait participer. Si Gucci a fait un film satirique et Versace une pièce de Pasolini en talons aiguilles, Bottega Veneta a choisi un autre format cinématographique, le documentaire. Pas de satire hystérique ni de décor sexuel trouble. Ici, Louis Strother a pris le temps. Les archives et la mémoire comme sujet. Pasolini aurait sûrement levé les yeux au ciel, mais Agnès Varda aurait applaudi. Car pour son premier défilé à la tête de la maison, l'ex-Joseph et Lacoste s'est installée dans une posture d'ethnographe du luxe. Elle n'est pas venue raconter son ego, elle est venue raconter l'histoire de Bottega. Et ce détail change tout. Alors que nombre de nouveaux directeurs artistiques arrivent avec des obsessions personnelles à plaquer sur la maison qu'ils reprennent, Trotter a ouvert les tiroirs, dépoussiéré les archives et décidé que son premier film serait un documentaire d'auteur. Le pitch, une plongée dans les années 1966 à 1977, une époque où la femme italienne s'émancipait, où le cuir interciato devenait une signature, où la maison posait les bases de ce qui allait devenir son ADN. C'est ce passé-là que Trotter est venu filmer, au sens figuré évidemment, et retranscrire sur son podium. La mise en scène ressemblait à un plan fixe, sobre, cadré, concentré. Pas de décor extravagant, pas d'artifice, comme dans un documentaire où l'image brute suffit. Trotter a laissé parler les vêtements, et les vêtements, eux, ont raconté un récit de savoir-faire, de matière et de mémoire. Les tailleurs imposants, avec des revers en cuir verni, comme pour rappeler la rigueur de l'époque, les trenchs en appât, fluides mais solides, comme les images en noir et blanc qu'on aurait colorisées, des robes cintrées qui semblaient directement sortir d'un cliché d'Helmut Newton, et puis, rupture narrative, des pulls monumentaux réalisés en fibres de verre recyclé, peints dans des couleurs primaires saturées, des pièces qui rebondissaient presque à chaque pas du mannequin. Là, Trotter insère son commentaire. L'archive est vivante, mais elle n'est pas figée. Elle peut absorber l'innovation, la technologie, l'écologie, comme un documentaire contemporain qui juxtapose archives jaunies et interviews en 4K. Ce qui est fascinant, c'était le contraste. D'un côté, le respect sacré de l'héritage, de l'autre, la volonté de perpétuer doucement, subtilement, par petites touches de modernité. Pas de grand soir, pas de coup de tonnerre. Trotter a choisi l'évolution patiente, une approche quasi scientifique, comme un documentaire de la BBC. Plan par plan, détail par détail, sans hystérie mais avec rigueur. Et soyez honnête, c'est courageux, parce que dans une industrie qui adore les moments Instagram, Trotter a offert un défilé qui demandait de la concentration. Pas de robe volcanique qui fait hurler le front row, pas de gimmick visuel à transformer en gif, juste des vêtements qui racontent un chemin. Autant dire que certains influenceurs ont dû s'ennuyer ferme, mais c'est justement le pari, parler aux yeux qui savent voir, pas ceux qui scrollent en diagonale. Il y avait quelque chose de touchant dans cette sobriété, comme si Trotter disait « Avant de courir vers mon interprétation, regardons ensemble ce qu'a été Bottega ». Elle se met en retrait et efface pour donner la parole à la maison. Une humilité rare et qui contraste violemment avec la tendance actuelle des Diastar Systems, qui veulent absolument tout renommer à leur image. Pour autant, ne croyez pas que Trotter a fait un musée poussiéreux. Son documentaire était vivant, habillé, traversé de gestes d'avenir. Ces pulls en fibres de verre recyclé, par exemple, ne sont pas un clin d'œil écologique, ils sont aussi un manifeste esthétique. Montrer qu'un matériau industriel peut devenir couture, qu'un rebut peut devenir icône. C'est une manière de dire que l'intrecciato, en 2026, ce n'est plus seulement un savoir-faire artisanal, mais aussi une technique de réinvention permanente. Et là, on touche à quelque chose de fondamental,
Le style documentaire de Trotter correspond parfaitement à l'ADN de Bottega. Cette maison n'a jamais été une hystérique du logo et du bling. Elle a toujours cultivé une élégance discrète, une sobriété sophistiquée. Elle n'a jamais crié, elle n'a jamais murmuré. Trotter n'a donc pas trahi. Elle a amplifié ce murmure. Elle a transformé la mode en enquête, en retraçant le chemin de l'artisanat au futur. Elle a offert la maison la plus cohérente que Bottega qu'on pouvait imaginer. Bien sûr, les critiques ont été partagées. Certains y ont vu une entrée trop sage, manquant de panache. D'autres ont salué la précision, la justesse. Mais là encore, c'est la logique du documentaire. Il ne cherche pas à faire sensation, il cherche à témoigner. Et le témoignage de Trotter était clair. Bottega ne sera pas transformée en cirque, elle restera une maison qui parle de vêtements, pas de bruit. On peut même aller plus loin. Dans le contexte actuel où toutes les grandes maisons veulent devenir des franchises culturelles, Bottega choisit une autre voie, l'approfondissement. Là où Gucci se rêve en studio de cinéma et Versace en théâtre de désir, Bottega se rêve en institut d'histoire vivante. Et c'est peut-être ça l'innovation la plus radicale, refuser l'excès pour rappeler que la mode peut encore être sérieuse. C'est là que la métaphore du documentaire prend tout son sens. Un documentaire n'est pas spectaculaire au premier regard, il demande du temps, de l'attention, de la curiosité pour les détails. Mais une fois qu'on s'y plonge, il construit une mémoire durable, et c'est exactement ce que fait Trotter. Elle préfère que sa collection reste comme une archive fiable, plutôt que comme une image virale vouée à disparaître en 24 heures de story. Et si on doit parler tendance, c'est peut-être celle-ci, la réhabilitation du temps long dans la mode. Une industrie qui court après la hype permanente a besoin de respirer. Et Bottega offre cette respiration, comme une voix off calme au milieu d'un montage frénétique, comme un plan séquence qui dure quand tout le reste est en jump cut. Alors oui, ce n'était pas le show le plus sexy de Milan, mais c'était peut-être le plus intelligent, parce qu'il a rappelé que derrière les paillettes et les happenings urbains, la mode reste un artisanat, une culture, un récit, et que ce récit mérite parfois un documentaire plus qu'un blockbuster. 7 a.m. Sky still here, rent still due. The apocalypse didn't RSVP, but it left a voicemail. I spread butter like it's a coping mechanism. I count the birds, all three. One looks like he knows things. I'm too informed to be surprised, too tired to be outraged, too caffeinated to sleep, too awake to dream. I scroll past fires like they're memes. Gaza, forest, billion nerves in space. I react with a toast emoji. I call that balance. This is my end of days routine. Filter coffee, filtered news. The planet's burdened with bad Wi-Fi, and I'm just refilling my spoon. No breakdowns before breakfast, no hope without sarcasm. Apocalypse with a side of toast and emotional detachment for dessert. My therapist said I need grounding, so I touch grass. It's dead, my fault probably. I dreamt once that everything was fine. I woke up, my screen told me otherwise. Thanks, screen. I'm not numb, I'm just calibrated. I adjusted the volume on reality, and now it's background music to my mediocre lunch. This is my end of days routine. Hope postponed, truth delayed. Laugh tracks over chaos, guilt microwaved. No hero arc, no grand escape. Just me, a fork in yesterday's shame. Apocalypse with a side of toast, and still I stay. Il y a des défilés qu'on attend pour voir l'avenir, et d'autres qu'on regarde pour dire au revoir, au passé. Cette saison, Giorgio Armani a signé son ultime apparition à Milan. Et si Gucci
a fait un film, Versace un drame pasolinien et Diesel un happening dystopique, Armani a offert ce que personne n'ose appeler un générique de fin. Pas un show, pas une collection capsule hommage, bricolée par un studio marketing. Un vrai générique, sobre, clair, avec un souffle d'émotion qui vous serre la gorge. Armani, ce n'est pas seulement un nom sur une façade de la Via Manzoni. C'est 50 ans de silhouette, une philosophie d'une Italie raffinée qui ne criait jamais. Là où Versace hurlait, Armani chuchotait. Là où Gucci se déguisait, Armani épurait. Son dernier défilé a résumé tout ça. Une ode à la retenue. Des coupes souples, des tons neutres, cette fameuse lumière Armani qui donne l'impression que les vêtements flottent entre ombre et clarté. Pas de surenchère, pas de provocation. Comme si le couturier disait Je ne vous dois plus rien de plus. J'ai déjà tout dit. Le contexte rendait tout plus intense. Armani est mort quelques jours avant la Fashion Week. Et tout Milan savait que ce défilé était son dernier mot. Et pourtant, il n'y avait rien d'un requiem. Pas de larmes orchestrées, pas de dramaturgie facile. Au contraire, une élégance calme, presque stoïque. Le défilé s'est déroulé comme si de rien n'était. Mais chaque regard, chaque note de musique, chaque pas avait la gravité nouvelle. On ne regardait pas une collection, on assistait à une révérence. Il faut dire que Giorgio Armani avait préparé sa sortie comme il a construit sa carrière, avec contrôle. Il n'a jamais aimé le chaos, il n'a jamais joué le jeu du scandale. Jusqu'au bout, il a écrit son propre script. Les rumeurs disent qu'il avait choisi chaque look, chaque lumière, chaque geste de ce dernier show, conscient que ce serait sa conclusion. C'est peut-être là la chose la plus Armani qu'on puisse imaginer. Chorégraphier ses adieux sans en faire un spectacle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les mannequins défilaient dans un silence respectueux, presque religieux. Le public retenait son souffle, pas de front trop hystérique, pas de smartphone levé comme dans une salle de concert. C'était un moment suspendu, une parenthèse où l'industrie, d'ordinaire si pressée, a accepté de ralentir. Armani a toujours prêché pour le temps long, pour une mode qui dure. Il a réussi à imposer son tempo une dernière fois. La réception a été unanime. Même les critiques les plus cyniques ont dû baisser les armes. On ne peut pas ironiser sur un homme qui a tenu 50 ans en imposant une vision claire, sans compromis. Armani, c'était la rigueur du tailleur, l'architecture douce, l'idée de l'élégance qui ne devait jamais être tapageuse. Son dernier défilé a été exactement ça, un rappel de ce qu'il a donné à la mode et de ce qu'elle perd avec lui. Mais ce qui est fascinant, c'est que son générique de fin a aussi servi d'ouverture pour les autres. Parce que si Gucci, Versace, Diesel, Bottega et bien d'autres ont pu s'agiter dans leur narration respective, c'est aussi parce qu'Armani était là, en arrière-plan, garant d'une continuité. Avec lui disparaît une certaine définition de la mode italienne, celle qui se construisait sur la rigueur, le détail, la constance. À sa place, une nouvelle génération prend le relais, plus narrative, plus cinématographique, plus spectaculaire. Son dernier show est donc un pivot, l'adieu à une époque et le début d'une autre. La soirée des Sustainable Fashion Awards à Scala a renforcé cette impression de générique. Armani y a reçu un prix posthume, le Legacy Award. Sur écran, une vidéo retraçait ses 50 ans de carrière et les témoignages s'enchaînaient. C'était littéralement le générique. Nom, images, muse, souvenirs. Le cinéma est venu boucler la boucle. Armani n'a jamais joué le spectacle, mais il a eu le droit à son montage final. Sobre, élégant, efficace, à l'italienne. Et c'est ça que l'on mesure, c'est comme ça qu'on mesure l'originalité d'Armani. Dans une semaine milanaise où tout le monde cherchait à scénariser, à transformer la mode en film ou en happening, lui a fait l'inverse. Il a refusé la narration. Il a présenté ses vêtements sans surenchère, comme il l'a toujours fait. Et paradoxalement, c'est ce refus qui a produit l'émotion la plus forte. Comme si, face à l'excès des autres, Armani avait rappelé que la seule vraie histoire que la mode doit raconter, c'est celle des vêtements eux-mêmes. Il y a quelque chose de profondément cinématographique dans ce silence. C'était un générique à la Tarkovsky, long, lent, qui ne cherche pas à faire pleurer, mais à laisser une trace, une fin qui n'en rajoute pas, mais qui impose sa densité. C'est peut-être ça la leçon ultime d'Armani. Dans un monde saturé de spectacles, le vrai luxe, c'est de ne rien ajouter. Alors oui, la mode italienne perd son maestro, mais elle gagne un symbole, l'idée qu'une carrière peut se conclure sans hystérie, sans explosion finale, juste par une élégance tenace, comme une lampe qui s'éteint doucement, mais dont la lumière persiste longtemps après. Armani,
à tirer son rideau. Mais son ombre continue de traverser Milan. La Fashion Week de Milan printemps-été 2026 n'a pas vraiment eu lieu. Du moins, pas sous sa forme traditionnelle. Ce qu'on a vécu, ce n'était pas une suite de défilés, mais un festival de films déguisés en calendrier mode. Gucci a ouvert le bal avec une satire filmée. Versace a enchaîné avec un drame pasolinien. Diesel a organisé un happening interactif digne d'un blockbuster dystopique. Bottega a monté son documentaire d'archives et Armani a tiré son générique de fin. On attendait des vêtements, on a eu un programme complet, du court-métrage au film d'auteur, en passant par la performance de rue et le documentaire patrimonial. Le plus ironique, c'est que tout cela n'est pas une simple excentricité. C'est un signe d'une transformation profonde. La mode n'est plus uniquement une affaire de tissu et de coupe, elle est devenue une industrie de récit. Chaque maison cherche son langage narratif, son format cinématographique. On ne demande plus à un défilé de présenter une collection, on lui demande de produire une émotion, un scénario, une expérience. Gucci invente des personnages, Versace des intrigues, Diesel des quêtes urbaines, Bottega des archives vivantes et Armani des adieux élégants. La mode devient cinéma parce que le cinéma est le seul langage capable de contenir cette avalanche de symboles. Et c'est là que Milan se distingue. Paris reste l'apanage de la haute couture, New York celui du marketing global, Londres celui de l'expérimentation punk. Mais Milan, cette saison, a inventé son propre terrain, la cinématisation de la mode. Les créateurs milanais ont compris que le public contemporain, nourri aux séries et aux réseaux sociaux, ne veulent plus seulement voir un vêtement. Il veut une histoire dans laquelle se projeter, un rôle à endosser, un épisode à partager. Alors bien sûr, on pourra toujours résumer cette Fashion Week à ses tendances, la lingerie apparente, le tailoring dystopique, le jaune chartreuse, mais ce serait manquer l'essentiel. Le vrai héritage de Milan Paris Fashion Week 2026, c'est d'avoir transformé les podiums en écran, les mannequins en personnages, les passants en figurants. C'est d'avoir brouillé la frontière entre catwalk et cinéma, au point qu'on ne sache plus si on sortait d'un défilé ou d'une projection. Armani, en tirant son rideau, a scellé la fin d'une époque, une mode sobre, silencieuse, centrée sur le vêtement. Dans son sillage, Gucci, Versace, Diesel, Bottega ont ouvert une ère nouvelle, une mode narrative cinématographique expansive. Milan n'est plus seulement la capitale du prêt-à-porter italien, c'est devenu un Hollywood alternatif où chaque maison écrit son propre film. La question est simple, et nous spectateurs, sommes-nous encore là pour acheter des vêtements ou pour acheter des histoires? Si la réponse penche vers la deuxième option, alors cette semaine de septembre 2025 ne fut pas seulement une Fashion Week, ce fut un pilote, une nouvelle série où la mode ne défile plus, elle se projette. Et croyez-moi, le ticket vaut autant qu'un cappuccino. Et si vous pensez que Milan a déjà tout donné, détrompez-vous. On n'en est qu'au premier acte, parce que Cappuccino et Croissant ne s'arrêtent pas là. On enchaîne avec Paris Fashion Week, ses drames, ses égéries, ses génies en crise existentielle. Autant dire que le cinéma continue version grand écran. En attendant, vous pouvez prolonger l'expérience hors micro. Mon univers est partout. Les livres, pour plonger dans mes mondes narratifs, entre essais pop, science-fiction glitchée et contes stellaires. La musique, parce que mes morceaux racontent ce que les mots ne suffisent pas à dire, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le podcast, évidemment, qui continue chaque semaine à décortiquer la pop culture avec sarcasme et lucidité. Et bientôt l'émission radio en live, parce que les cappuccinos sont meilleurs quand on les partage en direct. Vous pouvez suivre, soutenir, commenter et surtout entrer dans le cercle. Tout est lié, tout est interconnecté, chaque projet nourrit les autres. Et vous aurez la globalité de tous, bien évidemment, sur mes réseaux sociaux. Alors abonnez-vous, partagez et préparez-vous. La saison des Fashion Week ne fait que commencer et je vous promets que Paris vaudra le détour. Parce que la mode n'est plus un défilé, c'est une série. Et ici, vous y avez toujours l'accès aux épisodes en avant-première. Allez, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines and left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite.